Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre attachement et votre fidélité à notre rendez-vous santé du mardi. Après l'avoir reçu au mois de juin 2022 pour un ouvrage au titre explicite, Méga Gâchis, où il nous racontait son vécu et l'histoire secrète et quelque peu chaotique de la pandémie, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau ce soir dans nos studios une des figures marquantes et rassurantes de l'épidémie, le docteur Martin Blachier, épidémiologiste, directeur d'une entreprise d'expertise en santé publique, qui vient nous présenter son dernier livre, Les 10 nouvelles menaces sur notre santé, toujours aux éditions du Cerf. Docteur Blachier, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors avant de découvrir ensemble quelques chapitres choisis de votre nouvel ouvrage, je souhaiterais vous demander des nouvelles du Covid, dont on a le sentiment, avec l'abandon des dernières restrictions sanitaires la semaine dernière, qu'il a quasiment disparu, au moins chez nous. L'épidémie flambe actuellement en Chine sans qu'on en connaisse les chiffres exacts. Et l'OMS maintient toujours son niveau d'alerte maximum. Le Covid n'a pas disparu, il est toujours parmi nous. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une phase assez basse de l'épidémie. On est en dessous de ce fameux seuil des 5000 contaminations diagnostiquées par jour. Mais on s'attend à ce qu'il y ait des vagues qui se répètent dans les prochaines années. Et là, il peut y en avoir une avant le printemps, en mars-avril, puisque si on regarde un petit peu les dernières vagues, entre la variation de l'immunité et l'émergence de nouveaux variants, tous les 4 mois à peu près, on a une vague épidémique. Mais on est vraiment rentré dans une phase endémique. Et effectivement, les mesures d'exception sont tombées les unes après les autres. Et maintenant, il n'y a plus cet isolement qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on va avoir, ce qu'on attendait depuis très longtemps, la stratégie vaccinale à moyen long terme, c'est-à-dire plus les rappels qu'on faisait à chaque fois qu'il y avait une vague, finalement, un peu dans la précipitation. Maintenant, on va avoir une vraie stratégie vaccinale, annuelle très probablement, qui va ressembler a priori à ce qu'il y a pour la grippe, c'est-à-dire avant la saison des épidémies hivernales, c'est-à-dire en octobre, et pour une population particulière, c'est-à-dire probablement pour les gens de plus de 65 ans ou ceux qui ont cette fameuse comorbidité. On était très inquiets en France en raison de l'épidémie en Chine. Oui, alors ça, c'était une fausse inquiétude. Il y a toujours cette idée que quelque part ailleurs pourrait émerger un variant extrêmement dangereux. Et quand on regarde un peu la généalogie des souches de coronavirus, on voit que finalement, on est sur des arrière-petits-enfants de l'Omicron, mais on reste sur le même type de virus. Donc ce sont des virus qui sont moins sévères, en plus dans une population maintenant qui a déjà rencontré ce virus. Donc ça ne va pas changer l'histoire française, le fait qu'il y ait du virus en Chine. Par contre, ça va changer l'histoire du monde, parce qu'on a ce pays très important pour nous tous, qui est la Chine, qui s'est réouvert. Et finalement, ça a été ça le vrai changement. Donc pour moi, c'était une très bonne nouvelle, et c'est dommage qu'on ait présenté ça comme un risque et comme quelque chose d'effrayant, alors qu'en fait, c'était le début de la fin de cette pandémie, quelque part. Voilà, alors le Covid ne sera pas le dernier fléau à devoir s'abattre sur nous. Il ne figure d'ailleurs pas expressément dans la table des matières, il est peut-être présent dans tous les chapitres. Entre les lignes. Voilà, d'autres menaces vous semblent plus préoccupantes, et vous expliquez que certaines pathologies, certaines maladies bénéficient de toutes les attentions, et que d'autres ont plus de mal. La dépression, l'obésité ne sont pas traitées sur le même plan que les maladies neurodégénératives et que le cancer. Alors, on va en profiter aujourd'hui pour commencer précisément par elle, mais je vais quand même profiter de votre présence pour évoquer brièvement les zoonoses et un problème qui est préoccupant pour nous médecins, qui est l'antibiorésistance. Absolument. Donc 2 problèmes qui sont directement, comme la plupart des autres problèmes que j'ai décrits dans le livre, liés à l'évolution de nos modes de vie, à l'impact qu'on a sur l'environnement. Donc les zoonoses, en fait aujourd'hui, il faut comprendre que dans la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble du vivant, si on prend les mammifères, on occupe à peu près 20% de la biomasse, nous les hommes. On a 80% de la biomasse, ce sont des animaux qu'on élève pour se nourrir. Et on a laissé 2%, un peu moins de 2% de biomasse au reste. De moins en moins. Au tout reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas les vaches, les cochons, les poulets et les humains. C'était toute les animaux sauvages. Et donc, on a considérablement diminué la variabilité qu'il y avait entre les mammifères sur Terre. Et en plus, on vit les uns sur les autres.
Donc ça a un phénomène, ça a une conséquence qui est très directe, c'est qu'en fait, les agents pathogènes, et notamment les virus, peuvent se promener beaucoup plus facilement dans le monde du vivant que lorsqu'on avait une biodiversité qui était beaucoup plus large. Et donc, ça fait émerger, c'est ce qu'on voit dans les données, des zoonoses, c'est-à-dire qu'on a des maladies qui vont passer beaucoup plus facilement de l'animal à l'homme, et ça peut créer des épidémies, voire des pandémies, et toute l'émergence des grandes maladies viennent des animaux. Donc on se rappelle du SARS en Asie, on se rappelle du MERS effectivement en Arabie Saoudite, on a l'Ebola, on a un certain nombre comme ça de virus, on a eu le sida en Afrique, et il y en a d'autres encore qui émergent, donc soit par des vecteurs, soit directement avec des contacts avec des animaux. Mais c'est un des sujets qui nous préoccupera dans les prochaines années, c'est la possibilité qu'il y ait des épidémies qui émergent de cette nouvelle interaction qu'on a avec le reste du vivant, en ayant complètement diminué le spectre de variabilité du vivant, et en vivant entre nous, c'est-à-dire entre hommes et les animaux qu'on élève pour manger. Et en leur favorisant les déplacements, vous dites ils décollent plus d'un vol toutes les secondes et on prévoit 5 milliards de passagers qui prendront l'avion en 2030. Absolument, il y a un brassage qui est considérable, et donc effectivement, quand on a en fait un virus comme le Covid, qui était exceptionnel dans la mesure où il était assez souvent asymptomatique, et en plus il se transmettait chez les gens asymptomatiques, ça vous donne la capacité que dès que le virus finalement a le potentiel pour devenir un virus à pandémie, ça flambe extrêmement rapidement, et ça va d'un pays à l'autre. Je rappelle, c'est aller de la Chine à l'Italie, à la France, tout ça en une semaine d'intervalle parfois. Donc on est dans un monde qui est tellement plus connecté que on est obligé d'avoir une vision globale, à la fois une vision globale, c'est-à-dire qu'on est obligé de surveiller chaque endroit du monde parce que ça devient un risque pour nous, et global dans le sens où on est aussi obligé d'aller surveiller ce qui se passe chez les animaux parce que ça peut très facilement passer chez nous. Vous dites il y a un effet papillon là aussi pour la santé. Exactement, mais en fait finalement c'est la thématique globale du livre, c'est qu'on est obligé de faire attention à beaucoup plus de choses aujourd'hui que c'était le cas avant, parce que le monde va beaucoup plus vite, et les petits risques peuvent très très rapidement devenir des risques importants à l'échelle planétaire. Vous dites qu'il faut mettre en place un arsenal à la hauteur des enjeux, ce qui n'avait pas été fait pour l'épidémie. Alors je crois que là c'est ce qui est fait, on va surveiller de très très près ce qui se passe notamment chez les animaux, mais c'est ce qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire surveiller autant ce qui se passe chez les animaux que chez nous, parce que ça peut très rapidement arriver chez nous. Et très fréquemment, on abat quasiment 30 à 50% de la totalité d'un type de troupeau, que ce soit des vaches ou des poulets ou d'autres types d'animaux, parce qu'on a la suspicion d'un virus. Et pour vous dire à quel point on est réactif, à quel point on a peur de certains virus qui émergent chez les animaux. Vous donnez des exemples, par exemple sur la rage en Inde, vous dites une disparition inexpliquée des vautours qui ont été remplacés par des chiens errants. Exactement, et qui ont transmis la rage, et du coup ça a créé des épidémies comme ça en Inde, et c'est vrai qu'on est les choses vont tellement vite, on est tellement interconnectés qu'effectivement un moindre petit changement d'attitude sur un animal ou un animal qui perd du positionnement dans la faune, et ça peut avoir une réaction en chaîne et très très rapidement nous atteindre. Donc on est obligé d'être beaucoup plus vigilant au monde du vivant qu'on ne l'était avant, parce que ça va trop vite. Alors on a pensé, je voudrais qu'on parle de l'antibiorésistance, on a pensé qu'effectivement dans l'histoire de l'humanité, l'arrivée des antibiotiques, donc c'est récent, 1930, et puis après l'utilisation à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a pensé que ça allait résoudre le problème des épidémies. Pas du tout. Alors ça a réglé des gros problèmes sur les bactéries. Je rappelle, les antibiotiques, ce sont des agents qui sont uniquement efficaces chez les bactéries. Totalement inefficaces contre le Covid. Contre le Covid et contre les virus, exactement. Et en fait, absolument, on a cru qu'on avait gagné contre les bactéries, et ces bactéries nous ont appris qu'elles étaient capables de s'adapter. Et en fait, par un phénomène darwinien, c'est-à-dire qu'elles se multiplient en permanence, et parfois il y en a une qui émerge, qui est capable de se défendre contre les antibiotiques qu'on lui a mis en face, et donc du coup ça devient des bactéries résistantes, des bactéries de nouvelle génération, et il faut inventer d'autres antibiotiques pour pouvoir contrer leur propre système d'autodéfense, et donc on est comme ça dans une espèce de course évolutionniste entre les bactéries et nous, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui meurent dans les différents pays parce qu'ils ont des bactéries qui ne répondent plus aux antibiotiques qu'on avait. Et donc, en même temps, il ne faut pas qu'on mette trop d'antibiotiques dans l'environnement parce que ça crée des résistances, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on ait des antibiotiques pour préparer l'évolution des bactéries contre lesquelles on se bat aujourd'hui. Donc il y a une espèce d'équilibre comme ça à trouver qui n'est pas simple, et c'est effectivement un des grands enjeux de demain.
Vous dites les bactéries continuent de tuer 1 million de personnes dans le monde par an. Mais bien sûr, d'ailleurs, probablement, toute personne qui nous écoute a déjà eu quelqu'un dans sa famille qui est décédé d'une infection bactérienne. C'est extrêmement fréquent. Par exemple, les pneumopathies bactériennes en réanimation, c'est une cause très très fréquente de mortalité. Donc très souvent, on a une cause sous-jacente de fragilité. Par exemple, les gens qui sont atteints d'un cancer en stade terminal vont être beaucoup plus sensibles aux infections bactériennes, mais il n'empêche que très souvent, c'est des infections bactériennes qui vous tuent, et l'antibiorésistance est un des facteurs qui peut accélérer la dégradation. Vous dites 100 000 personnes sont infectées chaque année par des bactéries résistantes et 5 500 en meurent. Exactement. Non, c'est un vrai phénomène, mais qui est très surveillé. Et la question, c'est qu'il faut encourager l'innovation pour trouver des nouveaux antibiotiques quand ces bactéries émergentes seront là et qu'ils auront leur mécanisme de résistance et qu'on n'arrivera plus à lutter contre elles. Donc c'est un jeu. Le problème, c'est que c'est des antibiotiques qu'on ne veut pas utiliser parce qu'on ne veut pas des résistances de nouvelle génération, mais en même temps, il faut les développer au cas où on soit en situation de devoir lutter contre ces bactéries-là. Donc c'est une discussion permanente de savoir jusqu'où il faut aller dans les nouveaux antibiotiques. Vous dites qu'il faut adopter la stratégie du sniper, c'est-à-dire avoir des antibiotiques qui sont vraiment très 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 ciblés, mais on se met à la place des laboratoires qui n'ont pas envie de consacrer des budgets énormes à la mise au point d'un nouvel antibio dont ils vont vendre une boîte par an. Exactement, mais c'est un problème sur lequel ils travaillent en intelligence avec effectivement tous les laboratoires, réussir à les inciter à développer des choses que peut-être ils ne pourront pas vendre tout de suite. Donc c'est quelque part un nouveau modèle économique qu'il faut trouver, mais c'est un sujet de discussion depuis longtemps. Vous regrettez, vous dites que la pensée dominante est dans une approche de sobriété, sans plan B. Oui, parce qu'il y a une espèce de pensée magique qui est de dire le plus simple, c'est de ne plus donner d'antibiotiques du tout. Sauf que il faut quand même développer des antibiotiques parce qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de traiter les gens et de croire qu'on arrivera à lutter contre l'antibiorésistance juste en faisant de la décroissance d'antibiotiques en quelque sorte. Je pense que c'est un vœu pieux et que de toute façon, à partir du moment où vous développez des antibiotiques, il faut accepter que les bactéries vont résister et donc c'est une course et cette course, il faut la gagner, donc il faut développer des nouveaux antibiotiques. Les virus arrivent à muter, les bactéries arrivent à résister. Exactement. Et tout ce que vous mettez sur leur route, ils essaieront de le dépasser et un jour ils y arriveront. Alors, on va en venir à la dépression qui est pour vous, Dr Blachier, la grande oubliée. Vous consacrez vraiment de nombreuses pages et qui explique l'attitude que vous avez eue, vous, par rapport au confinement, par rapport à ce qui s'est passé, à la détresse psychologique de beaucoup, l'augmentation de consommation des tranquillisants plus que des antidépresseurs. Vous avez bien lu le livre. Bien entendu. Il se passe un phénomène assez inquiétant dans nos sociétés occidentales, mais notamment en France. C'est une dégradation de la santé mentale de nos plus jeunes. On regarde tout un tas de données là-dessus, notamment la consommation d'enfants qui sont mis sous antidépresseurs, les hospitalisations pour tentatives de suicide, tout un tas d'autres troubles qui nous donnent des tendances qui sont inquiétantes, mais depuis avant la crise Covid. Il ne faut pas imputer tout ça uniquement à la crise Covid. La crise Covid a été un révélateur, a été un accélérateur. En gros, ça a commencé dans les années 2010 et on a vu des jeunes qui n'étaient pas touchés par cette pathologie mentale commencer à être touchés. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé depuis les années 2010 qui font que ces jeunes ne se sentent pas bien et qui s'enfoncent parfois même dans une pathologie mentale avérée avec des complications compliqué. Et ça pose un vrai problème parce que quand vous avez un enfant qui fait ce type de pathologie, ça va avoir une conséquence sur toute sa vie parce que ça va avoir une conséquence sur son développement psychosocial, sur son développement mental et donc vous avez besoin de le sortir le plus rapidement possible de cette situation. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi cette jeunesse se sent mal. Donc les réseaux sociaux, on a une piste qui sont les réseaux sociaux. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai mis mes équipes parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important et très préoccupant. Probablement qu'on a changé le mode de communication et le type de lien que ces jeunes entretiennent avec les autres jeunes ou avec leur famille. Et on a déséquilibré quelque chose qui fait que ça conduit à de la pathologie. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, chez les jeunes filles, le nombre de filles qui sont de jeunes filles sous antidépresseurs, entre 2014 et aujourd'hui, ça a été multiplié par 6 ou par 7. C'est quand même assez inquiétant.
quand on parle aux psychiatres, ils disent la pédopsychiatrie prend de plus en plus, aux pédiatres, la pédopsychiatrie prend de plus en plus de place dans nos services, et on hospitalise des enfants qu'on ne voyait jamais avant, avec des tentatives de suicide extrêmement graves, par exemple des défenestrations d'enfants de 7 à 9 ans. Je dis pas ça pour choquer, je dis juste qu'il y a quelque chose qui émerge, qu'on ne le comprend pas et qu'on n'a pas l'air de mesurer la gravité de ce que c'est, parce que ces problèmes-là, c'est des problèmes qui vont nous suivre ensuite pendant 50 ans, parce que on sait, il y a des études anglaises notamment qui le montrent, que quand des enfants en arrivent là, c'est très très compliqué après pour la suite. Et donc, moi, ce que j'ai demandé à mes équipes notamment, c'est d'essayer de montrer l'impact que ça peut avoir sur les générations suivantes qui vont devoir avoir des cohortes de gens qui ont souffert pendant leur jeunesse. Et effectivement, il y a ce phénomène de cyberharcèlement. Alors, le harcèlement, c'est pas une invention des réseaux sociaux. En fait, le harcèlement, ça a toujours existé dans les classes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont les têtes de turc que d'autres enfants. C'est un phénomène probablement social qui est décrit depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont donné un écho à ce phénomène considérable. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est beaucoup plus large que ce que c'était avant, et les enfants ne peuvent plus en sortir. Et donc, ça veut dire que les quelques enfants qui se faisaient harceler auparavant vont arriver à des stades tels qu'on va avoir des complications qu'on ne voyait pas. Et ça, c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Il faut prendre des mesures là-dessus. Il y a un semblant de lien social, et en fait, vous reprochez un isolement qui s'aggrave. Et la même chose que ce que vous expliquez pour l'obésité. On est surpris par... Alors exactement, mais cette variable de l'isolement est une variable qui n'existait pas trop en santé auparavant. Avant, on parlait quasiment que de mortalité ou d'événements extrêmement graves. Il va falloir qu'on apprenne d'ailleurs à voir la santé différemment. Mais l'isolement semble être une variable qui est reliée à tous les grands problèmes de santé de demain. Donc effectivement, les problèmes psychiques chez les enfants, mais aussi chez les plus âgés. L'obésité, les sociologues américains ont montré que l'isolement était le premier facteur de risque finalement de devenir obèse. Les gens qui ont une démence au grand âge, c'est l'isolement qui est le premier facteur d'accélération de la dégradation de la fonction cognitive. Les addictions, les gens qui sont isolés sont ceux qui vont le plus aller vers la consommation de drogue ou les conduites addictives. Donc l'isolement social semble être un peu le nœud aggravant de tous ces fléaux de demain, et probablement que quelque chose qui a aggravé cet isolement, c'est le changement des rapports sociaux, et c'est le numérique. C'est le numérique qui est venu perturber nos liens sociaux. Donc ce que je dis un peu entre les lignes dans ce livre, c'est avant de donner carte blanche, et en plus d'encourager cette numérisation à marche accélérée de la société, et de trouver que les réseaux sociaux, c'est extraordinaire parce que ça a entraîné des phénomènes politiques qu'on a appelés de nos voeux, les printemps arabes, ce genre de choses, ça a aussi des conséquences sur les gens, sur la santé des gens, et il faut le mesurer. C'est très peu mesuré, et si jamais on voit des choses inquiétantes, il faut peut-être mettre des embargos, il faut peut-être prendre des décisions, comme font les Asiatiques par exemple, en disant attendez, là on arrête, au moins chez les jeunes, on voit ce qui se passe, et après on réintroduira si jamais on est rassuré par les données. Mais je trouve qu'il y a trop de choses inquiétantes aujourd'hui sur la place qu'ont eu ces réseaux sociaux sur la modification du lien social, et donc les complications de santé de tout genre, pour se poser la question et éventuellement faire une période de pause pour voir ce qui se passe. Et vous reprochez au corps médical son attitude par rapport à la prise en charge de la dépression. Alors longtemps on a dit les Français sont les champions du monde de la consommation de psychotropes. Et dans votre ouvrage, on se rend compte qu'effectivement, on est très tranquillisant, mais on est très très peu antidépresseur. Je pense qu'il y a un problème en France, mais dans le monde entier, sur ce qu'est la santé. La santé, c'est pas compter le nombre de morts. C'était le cas avant. C'était le cas quand la santé allait très mal, qu'il y avait 25% de mortalité infantile, que l'espérance de vie était à peine au-delà de 50-60 ans, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Mais aujourd'hui, les gens vivent âgés. Vous naissez après les années 2000, vous avez une espérance de vie qui dépasse 90 ans. Et les problèmes de santé qu'on voit émerger, c'est pas des gens qui meurent, c'est des gens qui ont une santé dégradée. Et ça, c'est quel indicateur plus important que la santé, ne serait-ce que pour un homme politique. Je veux dire, on demande à un homme politique d'optimiser le PIB d'un pays, on demande à un homme politique probablement d'avoir des gens qui sont plus riches, mais finalement, ce qui est important, c'est que les gens soient en bonne santé, et ils n'ont aucun indicateur à part le nombre de décès. Et la seule chose qu'on répond au fait que les gens n'aillent pas bien en termes de santé mentale, c'est de dire on va mettre en place finalement des solutions pour quand les gens vont pas bien du tout. Mais je pense qu'il faut prendre en compte la dégradation de la santé mentale des gens, et il faut que le politique intervienne sur les secteurs qui font la vie des gens, c'est-à-dire la technologie de l'information,
probablement la façon dont les gens travaillent. Ça, c'est un autre élément. On met tout le monde en télétravail. Est-ce qu'on sait au moins l'impact que ça a sur la santé mentale des gens ? C'est-à-dire, les gens ne sont plus gérés que par du numérique. On les met en télétravail à 100%. On change toute leur vie sociale. Et on ne s'inquiète pas de l'impact que ça aura sur leur santé. On regarde que certains impacts économiques. Et ça, je pense que c'est un réel problème. Et en plus, il y a un problème de psychiatrie en France, parce que pendant très longtemps, la psychiatrie, la santé mentale a été considérée comme finalement une discipline littéraire. Et ça a été l'émergence de la psychanalyse. Et donc, on pensait que il y avait qu'il y avait quelque chose qui s'était créé pendant l'enfance et que cette chose qui s'était créée pendant l'enfance déterminait toutes les pathologies mentales qu'on pouvait avoir. Les racines du mal. Voilà, les racines du mal, exactement. Les choses qui se sont bloquées, les blessures. En plus, ça plaît beaucoup aux gens. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe, on voit que les très graves maltraitances, effectivement, ont des conséquences sur la santé mentale des gens au long terme. Mais ça, on le savait déjà. Mais on voit aussi que finalement, ce qui fait la santé mentale des gens, c'est ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et donc, il faut peut-être avoir une approche un peu plus sociologique, un peu plus scientifique de la santé mentale que cette version très littéraire et un peu égocentrique que nous a amené la psychanalyse. Et d'ailleurs, la psychanalyse, la prise en charge psychanalytique n'a jamais montré une quelconque efficacité sur la santé mentale des gens. La seule chose qui a un impact, c'est de parler aux gens. Mais le psychanalyste le fait autant bien que n'importe quel psychothérapeute qui ne fait pas de psychanalyse. Donc je pense qu'il faut revenir en arrière sur tout ce qu'on a essayé de faire sur la prise en charge de la santé mentale, revenir sur des choses simples, choses que les Américains font très bien. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ils disent on va revenir au basique. Mais il faut revenir au basique, certes parler aux gens, s'assurer que les gens soient pris en charge et s'assurer que les gens soient dans un parcours de soins. En fait, le problème, c'est que comme c'était littéraire, on ne voulait pas mettre ça dans une méthodologie scientifique. Or, il faut remettre de la science et de la preuve dans la prise en charge de la santé mentale. Et à chaque fois qu'un patient va voir un médecin, c'est ce qui se passe dans les pays comme l'Australie ou les pays anglo-saxons, le médecin doit s'inquiéter de la santé mentale parce qu'il y a une telle dégradation de l'état mental des gens qu'il faut le dépister. Et si jamais il y a un quelconque problème, il faut que les gens soient pris en charge avec un parcours qui est structuré et pas qu'ils tombent sur un psychanalyste qui va essayer de leur faire parler de leur enfance et de débloquer quelque chose. Déjà, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient efficaces et en plus, ils prennent la place de quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner, qui est un parcours de soins standardisé avec une prise en charge qui est à la fois médicamenteuse et avec une psychothérapie, et suivre les gens et s'assurer qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Dans votre livre, vous êtes très choqué par les propos d'un ponte hospitalier qu'on interrogeait sur l'augmentation du nombre des suicides en raison de l'isolement dont vous avez parlé. Il dit « Ah oui, ces étudiants qui veulent en finir parce qu'on leur demande de se laver les mains et de se moucher ». Mais en fait, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que vous pouvez pas demander à quelqu'un qui gère des urgences vitales, parce que je crois que c'est le cas de ce monsieur, de comprendre la santé des Français. En fait, les médecins sont finalement très mal placés pour comprendre la santé des Français. Et moi, c'est ce que je dis, c'est le métier du politique. Le politique doit s'inquiéter de la santé de sa population. C'est quand même le minimum. Moi, je rêve d'un jour où un homme politique pourrait dire aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la situation économique, je vais vous parler de la santé des gens. La santé des gens, elle était comme ça quand j'ai pris mes responsabilités. 5 ans, 7 ans après, où on en est ? Ça, ce serait un vrai indicateur. Parce qu'en plus, les politiques, ils ont moyen d'agir sur la santé des gens. Or, c'est un indicateur qui n'est même pas regardé. Et la santé des gens, c'est pas combien de gens sont morts, c'est pas il y a eu combien d'infarctus, combien il y a eu d'AVC, c'est est-ce que les gens sont en bonne santé. On change en permanence la société et on se pose même pas cette question-là. Et évidemment, la personne qui est aux urgences, tant que ce seront des urgentistes qui conseilleront les politiques, vous pouvez vous assurer que ce genre de questions, ils ne se la poseront pas. Alors que c'est la première question qui devrait se poser. Et on se pose la question de la santé de la planète, on peut aussi se poser la question de la santé des gens, de ma population. Le problème, c'est qu'il faut être capable de la mesurer, et ça demande des indicateurs beaucoup plus fins que le nombre de morts ou le nombre d'hospitalisations pour infarctus ou pour cancer. Voilà, vous traitez beaucoup d'autres sujets dans votre ouvrage. On arrive, Dr Blachier, au terme de cet entretien. J'aurais souhaité qu'on parle de l'obésité, qu'on parle du cancer, qu'on parle des maladies neurodégénératives, mais on aura probablement l'occasion. C'était très très important que vous insistiez sur ces conséquences et on comprend mieux pourquoi vous étiez opposé au confinement en vous rendant compte des dégâts que cela allait entraîner.
J'avais une forte intuition et qui s'est vérifiée. Et d'ailleurs, les deux grandes conséquences de cette crise Covid sont la conséquence économique et la conséquence psychosociale, beaucoup plus importante que la conséquence sur les maladies dites somatiques, parce que le bilan n'est pas si catastrophique que ça sur les maladies somatiques. Vous expliquez là dans votre livre les 10 nouvelles menaces sur notre santé. Le grand défi de l'ère qui s'ouvre tient à notre capacité à ouvrir les yeux et déterminer nos limites individuelles et collectives. Docteur Blachier, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.